parce que Guillaume Soro s'est levé, il a dit, il a donné un certain nombre de consignes à certains militaires. On a vu ce qui s'est passé, on a vu ce qui est arrivé à un certain nombre je pourrais dire, de militaires qui étaient issus de la rébellion. Donc, quand on regarde ça, dans beaucoup d'esprits, hein, dans beaucoup d'esprits, en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est un homme de coup d'État. Lui, là, il va venir faire coup d'État. Donc, ce papier, quand il présente les choses ainsi, on est en train de dire que peut-être Guillaume Soro, avec un certain nombre d'organisations, je dirais militaires, privées, sans doute de la Russie, est en train de se préparer peut-être pour organiser. Et à côté de ça, on pose la réflexion de l'appareil sécuritaire ivoirien qui dit que non, sa capacité de nuisance est. Donc voilà la réalité. Pour moi, ce papier met en avant une personnalité qui est Guillaume Soro, mais en même temps le présente comme celui qui est dans une logique, qui n'est pas encore sorti d'une logique de déstabilisation. Donc un potentiel relais de déstabilisation de la Voilà. Russie en Côte d'Ivoire. Si une partie de la population se dit qu'un individu doit venir prendre le pouvoir dans ces conditions, quand on dit une bonne partie de la population, c'est que cette population cherche peut-être un échappatoire. Et l'opposition, d'accord, qui doit jouer son rôle de contre-pouvoir pour participer à un scrutin, d'accord, n'a malheureusement pas ces chances-là. Je peux parler par exemple de M. Tidjane Thiam, dont son retour est très attendu à Abidjan, et également M. Guillaume Soro, dont il y a un mandat d'arrêt contre lui, et dont le pouvoir d'Abidjan ne peut pas mettre la main sur lui. Sinon, il l'aurait fait. Ça, c'est l'une des plus belles manifestes volontés du pouvoir d'Abidjan, de mettre la main sur M. Guillaume Soro pour être un petit peu tranquille. Mais ils savent où il est. Je vais t'interrompre juste 5 secondes. Il ne faudrait pas que j'oublie. Nsang vient de dire quelque chose qui, pour moi, est essentiel de rappeler. Il dit, si Guillaume Soro était ici à Paris, ce papier ne serait pas. Cela me pousse à imaginer ou à penser encore une fois, est-ce que Guillaume Soro n'a pas été lâché par les réseaux français? Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en compagnie de nos chroniqueurs pour décrypter l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Bonsoir, Président Jean-Paul Leroux. Bonsoir, Khalil. Bonsoir, Insa. Bonsoir, Khalil. Duplex. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir, Khalil. Monsieur, ouvrons avec cet article de Jeune Afrique sur la proximité de Guillaume Soro avec la Russie. D'après une vaste enquête menée par un consortium de journalistes d'investigation, plusieurs personnalités auraient été identifiées par Moscou comme susceptibles de soutenir ses ambitions expansionnistes. On apprend dans le papier de Jeune Afrique que l'ancien Premier ministre Guillaume Soro ainsi que certains membres de l'entourage de l'ex-président Laurent Gbagbo auraient été sollicités pour des réunions de travail en juillet 2024. Dans le papier, on nous dit que la relation entre Guillaume Soro et la Russie semble relever d'une convergence d'intérêts. Pour le premier, il s'agit avant tout de rompre son isolement et de retrouver une marge de manœuvre politique. Pour la seconde, c'est-à-dire pour la Russie, l'ancien chef rebelle reste perçu comme pouvant constituer un relais d'influence, voire un levier dans les cercles politiques ivoiriens. Sur sa page Facebook, l'ancien président national a démenti tous ces propos qui figurent dans ce papier. Bon, Président, comment vous analysez cette sortie de cet article de Jeune Afrique sur les relations entre Guillaume Soro et la Russie, dans un contexte que nous connaissons, international que nous connaissons? Bon, dans ce contexte international, on pourrait accorder, je pourrais dire, un crédit à 50% à ce papier. Pour moi, dans la mesure où Guillaume Soro, je l'ai toujours dit sur ce plateau, dans cette partie de l'Afrique, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest, dans cette partie du Sahel, il se joue un jeu d'influence entre, je dirais, les puissances occidentales et la Russie. Donc, chacun veut y avoir, d'une certaine manière, des éléments. Donc, c'est tout à fait, ça pourrait apparaître tout à fait normal que la Russie, du point de vue dans sa volonté de s'implanter dans cette région, puisse avoir des éléments. Tout le monde sait que M. Awa Melo est aussi proche des idées. Il n'est pas cité dans l'article. Il n'est pas cité dans l'article, ce qui, moi, m'a interloqué un tant soit peu. Pourtant, il ne le cache pas. C'était M. Katinan concernant le PPACI, ben je cherchais, il n'y a pas de... Voilà, pourtant, lui, il ne le cache pas. Il le dit vertement qu'il a il est proche des idées russes. Donc, pour moi, ça. Mais
quand je regarde aussi le parcours et la trajectoire de Guillaume Soro, je me dis que ça va être un peu difficile. Et c'est possible, hein, mais ça va être un peu difficile. Guillaume Soro, pour moi, est l'enfant des réseaux français. Mm. Je dis enfant au sens où je présume qu'il a été créé, fabriqué, maintenu à un certain nombre de postes en Côte d'Ivoire parce qu'il est il est le produit des réseaux français. Donc, ça va forcément. Est-ce que les réseaux français l'ont lâché et puis il tend vers la Russie ou bien cet article n'est pas véritablement fondé puisqu'il y a un élément même qui manque que tu as évoqué, celui d'Awa Domelo qui n'est pas cité, pourtant lui il ne s'en cache pas. Donc il y a tout ça là qui fait que pour moi je regarde les Interpellant. choses, voilà, je suis un peu dubitatif. Mm. Voilà. Ça. Bon, effectivement, parce que je voulais venir sur le point, le président m'a coupé l'herbe sous le pied concernant pourquoi on ne parle pas d'Awadon Melo. Pourtant, Awadon Melo ne s'en cache absolument pas. Euh, En fait, je pense que cet article prêche le faux pour avoir le vrai. Oui, oui, il prêche le faux pour avoir le vrai. La première question que je me suis posée, pourquoi cet article maintenant? Pourquoi maintenant? Après, on n'a pas le calendrier, on n'a pas. Voilà, on peut prendre un article quand on veut, quand on le souhaite. Mais pourquoi? Après, si c'est Jeune Afrique, on sait que voilà, c'est un magazine d'actualité, qui est lié à l'actualité. Pourquoi aujourd'hui évoquer, ils ont même évoqué le déplacement de Guillaume Soro. Dans les pays de l'AES, ils ont même Non, même affirmé qu'ils se en Russie. retrouvent. Ils ont même parlé Oui, aussi, voilà, c'est-à-dire de son avec déplacement. Prigogine aussi. Donc, Voilà, et il rapport parlait de Wagner. Prigogine. Prigogine, ça fait un petit moment. Parce Ouais. que Prigogine, c'était à l'époque où on parlait véritablement de Wagner, Mm. où Prigogine avait véritablement cette façon de communiquer et une ascendance avec le spectre de Wagner. Mm. Mm. Pourquoi en parler maintenant? C'est cela la question. Je pense que c'est lié aussi à l'actualité en Côte d'Ivoire, parce que dans le fond, il y a un changement. Il y a quelque chose de progressif qui est en train de se faire. Donc, pour moi, on prêche le faux pour avoir le vrai. On parle de Guillaume Soro, on parle du PPACI, on a même évoqué l'interpellation de militants ou sympathisants lors d'une Mais manifestation oui, du qui avait PPACI à brandi Metz-Thionville. des drapeaux russes, Alors, effectivement. c'est un article, excusez-moi, qui, pour ma part, est un petit peu alambiqué, même si les faits sont avérés. C'est une sorte de, je sais pas, de patchwork. On a essayé de mettre des choses qui n'ont pas de sens. Mais dans le fond, il y a quelque chose. Il y a le fait de l'AES. Ça, Mm. c'est une réalité. Il y a le fait de l'AES, et on parle de l'AES qui est un petit peu comme, je disais, un précaré russe, russophone, Guillaume Soro, d'accord, et le PPACI. Représentent-ils toujours une menace pour le pouvoir d'Abidjan? C'est la question qu'il faut se poser. Mm. En gros, dans certains milieux, on dit que le serpent, même s'il a l'air endormi, n'est pas encore mort. Et pour ma part, si Guillaume Soro a répondu que cet article, voilà, il n'a aucun lien avec la Russie, cela n'engage que lui. Mais il y a un fait, il y a un contexte géopolitique. Et dans ce contexte géopolitique, on parle d'accord de formes d'influence, de rapports de force. Et donc, pour moi, hein, simplement, Jeune Afrique se pose des questions. Est-ce que la Russie est véritablement dormie? Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux russes qui pourraient être en Côte d'Ivoire, et quand on parle des réseaux russes, on parle des réseaux russes qui pourraient gêner le pouvoir d'Abidjan, d'accord? Sont-ils existants ou pas? Et je pense que cet article, en fait, pour ma part, n'a pas été aussi efficace que cela, parce que Mm. personne n'a véritablement personne n'a voulu vraiment répondre en fait à cet article. Guillaume Soro, voilà, Bautrand en touche, le PPACI, Bautrand en touche. Et puis il faut comprendre quelque chose. Un parti comme le PPACI n'aura pas forcément le complexe de dire qu'ils souhaitent même, ou peut-être ils ont déjà échangé avec, d'accord, Mm. les autorités russes ou pas. Je l'ai dit, dans ce cas-là, pourquoi on ne mentionne pas M. Awadon Melo qui, lui, normalement le dit, il le dit tout le temps. Lui-même, il le clame, en fait. Psychopathie. Il a véritablement. Donc pourquoi M. Awadon Melo ne serait pas représenté comme une menace? Et il a déjà mis, mais je crois, il a eu à faire des déplacements même dans l'ailleurs. Je crois que je l'ai revu à Ouagadougou et tout. Pourquoi on ne parle pas de lui? Lui qui le clame
Il le clame tout le temps. Mais pourquoi lui, on parle de ces personnes-là? Je pense qu'en fait, ils ont voulu tout simplement C'est un peut-être. papier, Peut-être. toi, c'est un papier commandé. Non, mais si même. Ça peut être un papier commandé, ça peut être aussi un papier aussi peut-être en mot de poisson d'avril, hein, parce que comme ce fut le cas de notre précédente Ah, mais émission. parce qu'ils nous disent que c'est une enquête menée par un consortium de journalistes. Donc ça nous réfère un C'est peu un consortium en plus de journalistes pour une enquête, et franchement, cette enquête, elle n'apporte rien de nouveau. Parce que moi, le fait, on aurait parlé actuellement de l'Africa Corps, on aurait parlé actuellement de l'ossature, du ministère de la Défense et des réseaux russes très influents de M. Peskov ou même des gens comme Lavrov, j'allais peut-être me pencher là-dessus. Mais il n'y a rien. Mais franchement, il n'y a rien dans le papier. Mais vraiment, hein, moi, j'aimerais bien me pencher dessus, mais il n'y a rien de nouveau. On nous parle de sympathisants PPS, je ne sais même pas si c'est des militants, des sympathisants avec un drapeau qu'on a arrêté. Faut pas oublier aussi que la Russie en Afrique de l'Ouest, la plus grande ambassade russe se trouve en Côte d'Ivoire. Ça aussi, là, c'est un point. Et que le président Ouattara soutient l'Ukraine. Le président Ouattara, oui, effectivement, ils ont parlé de ce volet, mais le président Ouattara, quand il est parti en Russie, faut pas oublier, hein, il avait même félicité la Russie pour la lutte contre le terrorisme. Oui, cette vidéo, elle existe. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ils ont juste voulu peut-être essayer de mettre un papier, prendre un papier géopolitique là pour dire que le PPACI serait potentiellement une menace. Mais ce papier-là, est-ce que ça met qui en... On dirait que ce papier met beaucoup plus Guillaume Soro en avant. Pour le montrer. Mais Jean-Yves va répondre après, j'ai une question pour vous. Jean-Yves. Ouais, je pense que on l'a dit quand même. Je pense que sur le plateau, on l'a tous dit. Mais j'ai entendu aussi dire que le nom de Awa Melo n'a pas été cité dans l'article. Je sais pas si c'est le même article qu'on a lu. Mais moi, j'ai lu quand même le nom d'Awa Melo. Sauf qu'il n'y a pas eu de lien entre, je vais dire, entre les enquêtes qui sont peut-être les enquêtes qui ont été menées. Parce que ce que moi j'ai vu, c'est qu'ils ont mentionné que Awa Melo a eu beaucoup de déplacements, des déplacements récurrents à Moscou et que lui-même, il fait la promotion de ces déplacements-là, donc il médiatise tous ces déplacements sur Moscou. Donc oui, son nom a été cité, mais effectivement, pour revenir à ce que Vincent disait tout à l'heure, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de fond, c'est-à-dire que tout a été pris sur l'état, on ramasse une information là, on met dans le papier, on ramasse une autre information, on met dans le papier. Donc, il n'y a pas de logique, voilà, si je peux le dire, il n'y a pas de logique dans ce papier-là pour essayer, pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Effectivement, lorsqu'on regarde, pour moi, il y a cette volonté-là de vouloir, je dirais, peut-être attaquer cette influence russe-là qui grandit. C'est l'avis que moi j'ai. Parce que quand je regarde, déjà même pour revenir, vous savez, les ingérences des grandes puissances, ça existe, ça a toujours existé. Donc lorsqu'un homme politique arrive, mais lorsqu'un homme politique commence à faire son petit bonhomme de chemin, il va forcément se créer son carnet d'adresses, ça et là, avec tout le monde. On savait dans ce pays-là que M. Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, était ami avec Alexandre Benalla. Mais est-ce que cela nous a permis quelque peu de gens, bon, quelque part, parce qu'Alexandre Benalla aussi, qui était le chargé des missions, donc l'un des plus proches collaborateurs du président Macron, est-ce que cela nous a permis de dire que Guillaume Soro était, je vais dire, le proxy de la France? Non. Voilà, donc je vais dire que chaque homme politique a son carnet d'adresse, il se fait son carnet d'adresse. Guillaume Soro a sans doute eu des relations avec une certaine, je vais dire, un certain cercle au niveau de Moscou, mais cela ne veut pas dire que c'est au niveau, cela ne veut pas dire que c'est Moscou ou bien c'est la Russie qui l'accompagne voilà, je vais dire, dans cette quête au pouvoir là. Voilà, donc moi, quand je regarde ça, je pense que ils ont pris une information, ils ont essayé de grossir cette information-là pour effectivement attaquer cette, je vais dire, cette influence russe qui grandit. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On prend le nom de Guillaume Soro et j'ai lu aussi dans ce papier-là une partie où on dit comment on appelle ça? Les pouvoirs sécuritaires ivoiriens jugent aujourd'hui très limité le pouvoir de nuisance. Vous voyez les termes qu'on utilise, le pouvoir de nuisance. Pourquoi pas son pouvoir d'influence et son pouvoir de nuisance? C'est-à-dire que quand on voit Guillaume Soro, on a l'impression que Guillaume Soro, il fait référence à une personnalité qui pourrait nuire. Et donc, on prend Guillaume Soro et on justapose à côté de Guillaume Soro la Russie pour faire comprendre aux gens que la Russie veut nuire aussi à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc pour moi, il y a cette volonté-là de vouloir vraiment montrer ce côté néfaste de cette probable alliance qu'il y aurait entre
la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que je veux dire, certains cercles politiques ivoiriens et et la Russie. Maintenant, pour poursuivre la réflexion, ça, j'ai fini de parler de Guillaume Soro, mais pour poursuivre la réflexion, c'est-à-dire lorsqu'on parle du PPACI, on ne dit pas textuellement c'est qui. On ne dit pas quelles sont ces personnalités au sein du cercle, comme on le dit, du cercle proche du président Laurent Gbagbo, qui ont eu à travailler avec ce cercle russe-là. On ne le dit pas. Et donc, pour moi, on ne parle même pas du président Laurent Gbagbo. Pourtant, pour Soro Guillaume, on a indexé, ils ont pointé Soro directement du doigt, mais au niveau du PPACI, on essaie d'être un peu plus vague, on essaie de créer ce doute-là, voilà, pour effectivement associer l'image du président Laurent Gbagbo et le PPACI à cette pseudo-nuisance-là, voilà, à cette pseudo, à ce cercle qui probablement souhaiterait nuire à la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, voilà, il y a une volonté de vouloir descendre une certaine catégorie de politique en Côte d'Ivoire et les associer en fait à, voilà, à une pseudo plutôt déstabilisation du pays. Donc, ça n'en est pas. Il n'y a rien de tout ça. Voilà, c'est juste, voilà, ils veulent juste faire tomber comme je le disais, une certaine catégorie de politique et puis ils ont juste trouvé le PPACI. Et comme je le disais lors de la dernière émission, aujourd'hui, là, c'est le PPACI qui est considéré comme le sauve-douleur, hein. C'est-à-dire, lorsqu'on veut faire un tour dans un pays, là, on regarde à gauche, à droite, il y a qui? Il y a le PPACI, on les prend, on les tape. C'est ça qui est là. Non, mais, déjà, merci beaucoup. Dans le papier, on évoque le cas d'Omelo. Pour rappel, ces voyages récurrents qui sont médiatisés, effectivement, mais il n'y a pas de lien avec l'enquête. Voilà. Merci beaucoup. Je suis d'accord. Pardon, monsieur, mais j'ai une question, parce que Jean-Yves a dit quelque chose qui, pour moi, enfin, on entend ça beaucoup dans la bouche des sécurocrates, que ce soit français comme ivoiriens. Enfin, la Russie n'est pas une menace pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Russie n'est pas une menace pour Pardon, la Russie n'envisage-t-elle pas de déstabiliser un peu le régime d'Abidjan? Pour- Non, pour moi, c'est regarder les choses ainsi, c'est une mauvaise approche. Et ça peut être quand on s'en parle de Jeune Afrique comme un journal qui traite de l'actualité, mais Jeune Afrique se pose comme un média, je pourrais dire, d'influence, un média de réseau. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on... C'est vrai, hein, dans les esprits des gens, ce qu'on veut faire croire aux populations africaines, la Russie vient pour faire des coups d'État, faire ceci, faire cela. Non, la Russie aussi a un réseau diplomatique, comme je le disais tantôt. La Russie veut avoir une capacité d'influence dans cette partie de l'Afrique. Aujourd'hui, tout le monde est en train de regarder l'Afrique. Donc pourquoi vous ne voulez pas que la Russie aussi y vienne? Pourquoi on regarde la Russie comme juste cet État belliqueux qui vient pour juste... Non, qui ne vient pas juste pour foutre le Boston. Il y a une réalité qui est claire. Là, on l'a rappelé, l'une des plus grosses ambassades de la Russie dans le monde se trouve en Côte d'Ivoire. Si la Russie était véritablement une menace pour le monde, je dirais, franco-occidentale en Côte d'Ivoire, je suis sûr que les autorités françaises ou autorités ivoiriennes n'auraient pas Ils ont accepté pourtant arrêté deux jeunes qui brandissaient le drapeau russe. au Salah, vous Alors, c'est savez. quoi? Il y a une guerre informationnelle qui se passe en Côte d'Ivoire aussi. Moi, vous voyez, hein, je vais vous expliquer quelque chose. Non, parce qu'on n'a pas à couper la position de Au-delà de la Côte d'Ivoire. l'informationnel, parlons en termes d'image. Ok. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, dans la tête d'un certain nombre d'Ivoiriens, là, Soro Guillaume, là, c'est l'homme qui va venir faire coup d'État. Dans la tête des gens, hein, parce que pour avoir été un chef de la rébellion, on estime que quand Guillaume Soro va venir là, il va faire coup d'État. On se souvient de 2020, des élections de 2020. Parce que Guillaume Soro s'est levé, il a dit, il a donné un certain nombre de consignes à certains militaires. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui est arrivé à un certain nombre je pourrais dire, de militaires qui étaient issus de la rébellion. Donc, quand on regarde ça dans beaucoup d'esprits, hein, dans beaucoup d'esprits, en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est un homme de coup d'État. Lui, là, il va venir faire coup d'État. Donc, ce papier, quand il présente les choses ainsi, on est en train de dire que peut-être Guillaume Soro, avec un certain nombre d'organisations, je dirais militaires, privées, sans doute de la Russie,
est en train de se préparer peut-être pour organiser. Et à côté de ça, on pose la réflexion de l'appareil sécuritaire ivoirien qui dit que non, sa capacité de nuisance est. Donc voilà la réalité. Pour moi, ce papier met en avant une personnalité qui est Guillaume Soro, mais en même temps le présente comme celui qui est dans une logique qui n'est pas encore sorti d'une logique de déstabilisation. Donc, un potentiel relais de déstabilisation de la Voilà. Russie en Côte d'Ivoire. En fait, ce qui est intéressant, je vais prendre, je vais m'appuyer sur les deux interventions, les deux précédentes interventions, celle de Jean-Yves et du président Jean-Paul Gros. Si Guillaume Soro était à Paris, ce papier ne serait pas pendu. C'est clair. Il faut prendre en compte les réalités ivoiriennes. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a même dit ici la dernière fois, en ironisant sur le fait que M. Ouattara a été invité à l'anniversaire du PDCI RDA et ses représentants sont venus en dimanche dans des belles chemises du RHDP. D'où le président parlait de parti-État. Cette confusion entre. Voilà. On a des pouvoirs forts. Côte d'Ivoire, il y a un pouvoir fort. C'est-à-dire que le jeu démocratique n'est pas à 100% ouvert. D'accord? On attribue des termes, c'est ça. Si une partie de la population se dit qu'un individu doit venir prendre le pouvoir dans ces conditions, quand on dit une bonne partie de la population, c'est que cette population cherche peut-être un échappatoire. Et l'opposition, d'accord, qui doit jouer son rôle de contre-pouvoir pour participer à un scrutin, d'accord, n'a malheureusement pas ces chances-là. Je peux parler par exemple de M. Tidjane Thiam, dont son retour est très attendu à Abidjan, et également M. Guillaume Soro, dont il y a un mandat d'arrêt contre lui, et dont le pouvoir d'Abidjan ne peut pas mettre la main sur lui. Sinon, il l'aurait fait. Ça, c'est l'une des plus belles manifestes volontés du pouvoir d'Abidjan, de mettre la main sur M. Guillaume Soro pour être un petit peu tranquille. Mais ils savent où il est. Je vais t'interrompre juste 5 secondes. Il ne faudrait pas que j'oublie. Vincent vient de dire quelque chose qui, pour moi, est essentiel de rappeler. Il dit, si Guillaume Soro était ici à Paris, ce papier ne serait pas. Cela me pousse à imaginer ou à penser encore une fois, est-ce que Guillaume Soro n'a pas été lâché par les réseaux français? Ah, mais c'est ce que, effectivement, pour rebondir, parce que dès l'entame même de votre première prise de parole, vous aviez dit, Guillaume Soro, de base, quand on suit son parcours, c'est quelqu'un qui a été fait, en général, par les réseaux. Est-ce que ce papier qui sort, qui nous pousse à la réflexion, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas conflit en termes de réseaux? Et il a dit quelque chose, nous sommes en géopolitique, hein, c'est des conflits d'intérêts. Une guerre n'est pas seulement que sur les armes, elle peut être informationnelle, elle peut être diplomatique, elle peut être économique. Et voilà. Donc aujourd'hui, on sait que cette zone-là, d'accord, de l'Afrique, les puissances jouent leur va-tout là-dedans. Quand vous lisez le papier, quand on lit le papier, on entame par Guillaume Soro et on parle effectivement, merci Jean-Yves quand il parlait de nuisance. On ne le présente pas comme un homme politique, hein. Chef des rébellions. Voilà, on le présente comme le chef d'une rébellion. Et pourtant, il a servi en Côte d'Ivoire. Il a occupé des postes très importants. Président de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que lorsque ne présente pas d'expression diplomatique, Voilà. Et regardez bien, quand vous lisez l'article, moi je l'ai scindé en 3 parties. On tombe sur le PPACI. Quand on tombe sur le PPACI, il y a un nom qui est souvent mentionné, qu'on ne dit pas, Jean-Gervais Tchéidé, qui dément qu'eux n'ont pas de réseau avec, ils n'ont pas de contact avec la Russie. Après Jean-Gervais Tchéidé, on tombe sur Katina. Et ce qui est intéressant sur Katina, on parle de son voyage dans l'AES. Ouais. Oui, vous vous rappelez, dans l'AES. Il était invité par une organisation et tout, où il a même fait une déclaration d'appréciation vis-à-vis de la déclaration qui avait fait un truc. Mais vous verrez que le papier, il est quand même long sur Jean-Gervais Tchéidé, les sympathisants avec le drapeau russe, et Kone Katina. Et après, on tombe sur Awa Dombelo. On donne juste un petit élément, Awa Dombelo, qui défend les intérêts des BRICS. Pour justifier. Mais il n'est pas mis en lien avec l'enquête. Troisième partie, ce qui est intéressant, on tombe maintenant sur les liens entre l'Ukraine et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, voilà, la dernière partie, on rentre dans un contexte géopolitique mondial. Parce que sécuritaire surtout. Oui, sécuritaire. Mais la crise qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine, c'est avant toute chose, elle est aussi sécuritaire parce que ça a joué vraiment sur tous les pays. Hein. Donc, si on veut comprendre, Guillaume Soro serait-il une menace sécuritaire pour la Côte d'Ivoire via la Russie? Via la Russie, pendant que la Côte d'Ivoire estime que sa capacité de nuisance est minime. Jean-Yves. Oui, non, moi je pense que là, je pense qu'on a carrément balayé toute la palette, je veux dire, tout l'article, hein. On a fait ressortir les éléments qu'il fallait. Et donc, oui, pour moi, cet article a été justement fait, je vais peut-être malheureusement revenir là-dessus, il a été fait justement pour essayer de discréditer. Et puis, voilà, je sais pas, qu'est-ce que le pouvoir d'Abidjan craint?
franchement, quand je regarde, je ne sais véritablement pas. Et puis bon, voilà. Peut-être Est-ce que tout est pour vous, Guillaume Soro est une menace pour la Côte d'Ivoire, Jean-Yves? Encore. Guillaume Soro, une menace pour la Côte d'Ivoire. Ben, je ne saurais le dire parce qu'en fait, on ne peut pas affirmer ce qu'on ne maîtrise pas. Mais au regard des éléments qu'on a, c'est-à-dire au regard des éléments qu'on a, ce que l'État de Côte d'Ivoire nous montre et ce que Soro Guillaume aussi nous montre aujourd'hui, on pourrait dire non. Guillaume Soro, il a été euh, déjà même un Ivoirien, je dirais, un Ivoirien voilà, qui attaque son pays. Bon, franchement, c'est pour moi, je pense que vous connaissez ma position là-dessus, hein. Je suis contre. Et ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, voilà, voilà, j'ai pas compris la position de Guillaume Soro dans le temps. Et donc, c'est pas aujourd'hui que je comprendrai cette position-là. Du coup, moi-même, j'essaie de ne même pas penser, j'essaie de ne même pas penser à cela. Maintenant, rapidement pour revenir tu vois, parce qu'en parlant, j'ai pensé à un truc rapidement là. Vous savez, quand Guillaume Soro était à Paris dans un café, c'est lui-même qui a dit que le président Alassane Ouattara, il avait qui là, et moi Le Drian. voilà, Ouais. il avait le Tout divan, à fait. moi j'ai Très à Macron, l'époque. Mhm. voilà, moi j'ai Macron. Et finalement, on sait comment les choses sont passées. Donc, effectivement, je pense que le président Instant l'a dit tout à l'heure, c'est que peut-être les réseaux français ont lâché Guillaume Soro. Mais en le lâchant, aujourd'hui, il a peut-être eu à rebondir ailleurs, Bien. essaie de peut-être, ce qui crée cette, je veux dire, cette peur-là au niveau de ces réseaux-là, qui Mhm. maintenant essaie de mettre je veux dire, un stratagème en place pour pouvoir l'anéantir parce qu'effectivement, ils connaissent aussi l'homme. Donc Mhm. voilà, on pourrait aussi dire ça pour finir. Bien, merci beaucoup. Moi, je voulais dire que Guillaume Soro peut être une menace pour le pouvoir d'Abidjan. Il peut être une menace parce que, je ne dirais pas menace au sens de déstabilisation, hein, mais une menace parce que Guillaume Soro est un enfant du pays. C'est un enfant du pays. Tous les Ivoiriens l'ont connu. Moi, je me rappelle encore quand nous étions étudiants, en 98, quand Guillaume Soro est consacré l'homme de l'année. Et puis après ça, on a la séquence de la rébellion. Guillaume Soro, au-delà de ce moment de braise, il a su construire un lien avec les Ivoiriens. Et ça, Guillaume Soro en est conscient. Et aussi, il est conscient du fait que cette parenthèse, je pourrais dire, de sang et de cendre de la Côte d'Ivoire, il est conscient que elle n'est pas, elle ne lui est pas profitable. Je ne suis pas sûr que dans son esprit, il veut construire la suite de son destin national dans cette logique de feu et de sang. Pour moi, il est en train de construire. C'est un homme d'État d'abord, mais aujourd'hui, il est en train. Guillaume Soro, Oui, qu'on soit un homme d'État, le fait d'avoir été Premier je pose ministre, mes questions. président de l'Assemblée nationale, oui, c'est un homme. C'est un fait. C'est un homme d'État. Et puis, deuxièmement, c'est vrai, je l'ai dit, j'en suis profondément convaincu, c'est un homme qui a été fait par les réseaux français, mais homme brillant qu'il est, il a construit aussi ces réseaux. Est-ce que ce moment de léthargie, ce moment de silence, qui fait certainement peur à certains, faut pas qu'on se le cache, ça fait peur à certains, même s'ils disent que sa capacité de nuisance est truc, C'est très mais limité, très limité. c'est très limité. Mais il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire des gens qui seraient prêts à se lever si Guillaume Soro lançait un appel quelconque ou marquait sa présence. Je parle au sens politique, au temps de mobilisation, il n'est pas dit au sens de prendre les armes. Donc pour moi, Guillaume Soro est beaucoup plus aujourd'hui dans une dynamique de construire son destin national en dehors des arbres et du feu. Pour lui, il sait que dans ce passé-là, d'une certaine façon, lui pose un certain nombre de préjudices. Peut-être même ça peut lui donner un destin judiciaire, on ne sait jamais. C'est possible parce qu'il y a eu beaucoup de crimes en Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore été adressés par la justice nationale ou internationale. Donc, pour moi, Guillaume Soro est une menace au sens démocratique et républicain du terme pour le RHDP. Si aujourd'hui Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, c'est possible qu'il y ait une bonne partie des Ivoiriens qui posent leur suffrage sur son nom. Ah ouais, Jean-Yves voulait prendre la parole. Oui, Issa. moi Oui, aussi, oui.
Hein? Bon, vas-y. Après, je Oui, reprends. oui, oui. Ouais, en fait, rapidement, ouais, pour répondre à la question que tu avais posée, effectivement, hein, peut-être je vais me dédier sur ce truc-là. Effectivement, comme en entendant un président, c'est possible. Guillaume Soro, effectivement, il peut être une menace parce qu'en fait, lorsqu'on regarde, regardez même Guillaume Soro appartient à quelle zone du pays? À la zone septentrionale du pays, donc un peu plus haut. Cette zone-là qui est aujourd'hui considérée comme une citadelle, je dirais, imprenable. Et donc, aujourd'hui aussi, vu tout ce qui se passe, c'est vrai que en termes politiques, c'est-à-dire que si il n'y a pas de parti politique aujourd'hui qui peut, je pense que Vincent l'a dit au début de sa prise de parole, il n'y a pas de parti politique qui peut concurrencer, c'est-à-dire aller sur le terrain, je veux dire politique, en termes de jeu, on sait comment les choses se passent en termes d'élection, hein. Donc, dit qu'ils vont peut-être enlever le RHDP au pouvoir, mais dans les zones, aujourd'hui, c'est compliqué parce que le système est fait de sorte à ce que tout est verrouillé. Donc, lorsque même on entend des gens même parler, les gens disent c'est que Guillaume Soro a mis là, il faudrait qu'il vienne enlever. Vous voyez? Donc, et lorsqu'on regarde aussi la politique ivoirienne, il n'y a pas aujourd'hui cette personnalité politique-là qui va assumer les choses et prendre, je veux dire, se lever pour essayer essayer d'affronter sur un autre terrain, c'est-à-dire en dehors du terrain politique, mais sur un autre terrain, c'est-à-dire le terrain d'une quelconque bataille, le RHDP. Personne ne peut le faire. Mais aujourd'hui, Soro Guillaume peut être celui-là, et le président l'a dit tout à l'heure, il peut être celui-là par qui les choses pourraient potentiellement arriver. Donc, si jamais il y a ce genre de leader-là qui entre, ou bien du moins qui essaie de mettre en place un système pour pouvoir affronter directement le RHDP, cela pourrait potentiellement aussi faire bouger les choses et des gens pourraient s'allier à lui. Même des gens qui hier étaient contre lui pourraient s'allier à lui, l'accompagner dans cette bataille-là pour espérer, comme ils le disent, libérer la Côte d'Ivoire. Donc, effectivement, il pourrait, dans ce cas, il pourrait être une menace. Et lorsqu'on lit le papier, on voit qu'il y a cette forme de vouloir faire comprendre à l'opinion nationale, donc à ces personnes qui croient encore en Soro Guillaume, que Soro Guillaume, c'est fini. Parce qu'on dit que son pouvoir de nuisance est très, très limité. Voilà, pour dire que si c'est sur lui vous comptez, c'est peine perdue. Voilà. Donc, effectivement, c'est une menace. J'ai bien aimé la conclusion, Jean-Yves, mais moi, c'est quand on dit est-ce qu'il pourrait représenter une menace? Normalement, dans une république, on est soit adversaire, mais je ne peux pas dire, par exemple, Édouard Philippe pourrait représenter une menace par rapport à Bardella. Ce sont des opposants. Mais chez nous, on parle de menace. Et je suis revenu sur ces termes-là, en fait. Et ça, c'est propre à l'Afrique. Vous remarquerez que, en fait, la plupart des personnes qui sont gênantes euh, dans le jeu politique, c'est-à-dire, quand je dis gênante, c'est-à-dire gênante potentiellement, en fait, d'inverser un pouvoir complètement, sont vues comme des menaces. On parle, on va aller au Bénin, on va aller dans les pays, même au Congo-Brazzaville, on va aller partout, c'est comme ça. Je veux dire quoi? Est-ce qu'on peut dire que Tidjane Thiam est une menace pour Ouattara? Non, on ne pourra pas le dire. Parce qu'on sait que Tidjane Thiam, en fait, ne pourra pas affronter jusqu'au bout Alassane Ouattara. Dans son profil, on sait que c'est quelqu'un, à un moment, il va lâcher du lest. Est-ce que Soro Guillaume peut être une menace? Oui, parce qu'il n'est pas maîtrisable. On ne peut pas l'attraper. Ça, c'est un fait. On ne peut pas l'attraper. Et ce qui est intéressant, quand on parle de cette affaire des réseaux, effectivement, il y a des hommes qui sont faits par des réseaux. Mais quand le réseau ne maîtrise plus l'individu, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait, on met le point d'interrogation. Cet article, en fait, je pense que c'est un article même interrogatif. En gros, c'est pour ça que je disais, on prêche le faux pour avoir le vrai. Voir comment les gens allaient réagir, comment ils allaient être réceptifs par rapport à cet article. Ils n'ont pas répondu, ils n'ont rien dit. Je veux dire, les concernés n'ont pas répondu, ils n'ont rien dit. Mais ça sort là, c'est la période. Pourquoi à cette période-là, cet article sort? Il n'y a rien pour moi qui se fait au hasard. Guillaume Soro, Jean-Gervais Tcheidé, tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Là, je dis, nous sommes dans la phase d'un cycle. Il y a un cycle qui est en train de passer. Donc, il y a une ouverture, il y a un spectre. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que l'après, je ne sais pas, Ouattara, comment ces dossiers-là vont être gérés? Comment ces dossiers vont être gérés? Est-ce qu'il y aura peut-être un retour de Soro Guillaume qui va venir peut-être négocier avec le pouvoir d'Abidjan? Tidjane Thiam qui a envie de rentrer aussi en Côte d'Ivoire. Est-ce que tous ces acteurs politiques-là vont rentrer en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait peut-être un dynamisme dans la vie politique? Ou, c'est-à-dire les conflits qui sont déjà engagés vont se durcir, d'accord, vont se durcir, c'est-à-dire ceux qui sont en exil vont rester en exil pour longtemps, d'accord? Et puis peut-être ils rentreront d'une certaine manière, parce que l'on veuille ou pas,
il n'est pas normal. Jean-Yves l'a dit quelque chose. Moi, quelqu'un qui vient attaquer mon pays, je ne suis pas d'accord avec lui. Jean-Yves l'a dit. Mais c'est quand même étrange. Et je pense que normalement, c'est la réaction de tout citoyen. Quelqu'un vient attaquer le pays, on est contre. Tu viens attaquer le pays, pourquoi? Mais si une personne vient attaquer le pays, et puis des gens sortent, ils fêtent, c'est qu'il y a un problème dans le pays. Non, 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 il faut que ça dise. Non, c'est qu'il y a un problème dans le pays. Parce que normalement, si tout fonctionne normalement, il n'y a pas de raison, tu viens emmerder le pays. La dernière fois, on parlait ici avec Norbert, j'ai parlé du calendrier électoral. Parce que Norbert avait donné une éventualité. Les choses peuvent. J'ai dit non. Le calendrier électoral, là, il ne change pas. Parce qu'il est inscrit, il est là. Ça fait partie de nos lois. Donc, on respecte tout le calendrier électoral. Chaque 5 ans, il doit y avoir élection. Même si je touche du bois, il peut y avoir des événements qui peuvent arriver, d'accord, sur par exemple, vacation du pouvoir, mais on va respecter le calendrier électoral. C'est notre constitution. Voilà, mais pourquoi des gens célébreraient que quelqu'un vienne Donc il y a une question qui est... Bon, Jeune Afrique nous donne... on peut passer des heures... Je termine ce sujet parce que quand vous êtes vous trois, on a l'impression que Guillaume Soro gardera ad vitam aeternam ce statut-là de libérateur par les armes. Non. Je permets que je rebondisse et puis je vais laisser le président. Le président dit quelque chose de très important. Que l'on veuille ou pas, il y a des faits qui sont associés à M. Guillaume Soro. Il y a une période douloureuse de la Côte d'Ivoire où M. Guillaume Soro, d'accord, a joué un rôle clé. Et ça, que l'on veuille ou pas... Vous savez, Guillaume Soro, je me rappelle le 12 avril 2011, la parution du journal Le Patriote était présentée comme le sauveur. Bravo à notre sauveur. Le 12 avril 2011, le journal Le Patriote. Mais ces mêmes militants du RHDP aujourd'hui disent que Guillaume Soro était un voyou. À l'époque, en 2002, Guillaume Soro, par la majorité présidentielle, tout ce qui était FPI, parti affilié autour de M. Laurent Gbagbo, présentait ce même Guillaume Soro comme un voyou. Pendant que d'autres partis politiques le voyaient comme un garçon héroïque, fort, qui a pris les devants. Mais qu'on le veuille ou pas, Guillaume Soro, ce statut-là de force, de guerrier, de quelqu'un qui est venu par la force, va rester sur lui. Maintenant, il est dans une continuité politique. Il est dans une continuité politique. Comme il est dans une continuité politique, et là, le président l'a dit, peut-être ces actes, ces actions politiques reviendront jouer en sa faveur pour peut-être oublier ce cycle douloureux. Peut-être qu'il y aura des forums, des conférences nationales, il y aura des actions politiques. Moi, je ne suis pas Nostradamus pour définir le futur. Mais pour l'instant, là, il garde la casquette. Ça va rester. Pour moi, pour finir sur ce sujet-là, moi, Guillaume Soro doit d'abord... C'est vrai, on parle de son destin politique, de son avenir politique, mais j'ai envie qu'il pense à lui. J'ai envie que Guillaume Soro pense à lui. Comment lui régler ses problèmes personnels et individuels pour rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez, dans le combat politique, dans la construction politique, il y a aussi un moment où les leaders doivent s'asseoir pour penser à eux d'abord. Parce que si eux n'arrivent pas à se construire en, je ne sais pas comment je peux dire, en être vivant pour aller jusqu'au bout, et qui veulent la logique du héros mort ou du martyr. Martyr, quand ça finit, on pleure un temps soit peu, et puis c'est fini. Mais je ne pense pas que, en tout cas personnellement, pour le peu de temps que j'ai eu et l'affection que lui et moi avons réussi à partager à un moment, qu'il s'oublie. Il ne faudrait pas qu'il s'oublie. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Jean-Yves. Oui, je pense que ça a dit un truc très important là. Tu sais, Khalil, malheureusement, hein, malheureusement, je ne sais pas s'il y a dit malheureusement ou heureusement, mais ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Quand Soro Guillaume avait libéré, comme ils le disent, le pays, il avait été considéré comme le libérateur parce qu'il faisait partie du camp des vainqueurs. Si cette posture-là, c'est-à-dire si ce statut-là avait perdu, c'est-à-dire si Soro Guillaume était aujourd'hui avec le RHDP, ce statut qu'on a de lui, cette image qu'on a de lui, ils allaient s'arranger pour que cette image-là disparaisse. Mais aujourd'hui, Soro Guillaume s'est retrouvé du côté des vaincus. Donc, ce qui fait que malheureusement, ce sont les vainqueurs qui racontent l'histoire. Donc aujourd'hui, je vais dire qui écrivent l'histoire. Et donc, tant que Soro Guillaume sera dans le camp des vaincus, ce statut-là va lui coller à la peau. Pour que cela puisse s'effacer définitivement là, Soro Guillaume doit se retrouver dans le camp des vainqueurs. Donc Soro Guillaume doit vaincre. Il doit gagner cette bataille-là. Tant qu'il ne gagne pas cette bataille-là,
il va toujours rester le Soro Guillaume, le rebelle, celui qui, à chaque instant, Bataille militaire ou bataille électorale? Bataille, c'est bataille. Bataille, c'est bataille. tant qu'il fera partie des vaincus, il va toujours avoir ce statut-là. Et là, il y a une citation d'un célèbre penseur ivoirien qui me fait penser de l'Ouest que j'apprécie, qui disait comme ça, qui a mangé les dents de la panthère? Un jour, on le saura. Non, c'est pas qui a mangé les Qui a mangé la tête de la panthère? La tête de la panthère. Réclamer, non, réclamer. C'est à lui qu'il faut réclamer les Non, dents non, de la non. panthère. La citation, c'est réclamer les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. De la tête. Ah, voilà. Bon. Je vais citer la citation de quelqu'un qui est très proche du passeur. Bon. Non, moi j'aime bien les citations. Il y a une actualité qui vient de tomber au moment où on enregistre cette émission, c'est l'arrestation de Kémy Séba par les autorités sud-africaines. Il était arrêté hier, on lui reproche pour des faits présumés de facilitation d'entrée illégale au Zimbabwe via le fleuve Limpopo. Une audience a été fixée au 20 avril pour examiner sa procédure d'extradition au Bénin. Monsieur, réaction sur ce sujet, Président? Pour moi, c'est une affaire judiciaire. Il a été arrêté dans des conditions, je dirais, de banditisme, visiblement, parce que vouloir traverser une frontière de façon illégale, c'est un bandit. Le banditisme. Oui, parce que vouloir traverser une frontière, envoyer des gens au Zimbabwe, c'est de la délinquance. Donc pour moi, il était arrêté dans des faits présumés de facilitation d'entrée illégale au Zimbabwe. Voilà. Limpopo. Voilà. Donc maintenant, et puis c'est certainement en vérifiant des trucs, ils se sont rendus compte que le type même, il y a un mandat d'arrêt béninois sur sa personne. Donc du coup, là, on verra ce que la justice sud-africaine fera de lui, soit le garder pour le juger pour ses actes criminels commis sur leur territoire, ou dire, bon, écoutez, nous, on n'a pas le temps de juger cette affaire, on le ramène dans son pays, et puis voilà, son pays s'en occupera. Mais il y a un passeport diplomatique nigérien, on aurait pu le revoir aussi au Niger. Après, il faut voir comment cela se passe, effectivement, parce que cette situation-là, même l'information concernant la traversée du fleuve Limpopo, on parle aussi d'accord de... Il y a un acte de corruption, hein, il y a un passeur pour 13 000, l'équivalent de 13 000 euros. Oui, bah, relisez cet article, oui, il y a un passeur. Apparemment, un passeur aurait reçu 13 000 euros. Et en plus, avec un fils, bon, c'est pas clair. Avec son fils. Voilà, avec son fils. Avec son fils et tout. Donc, est-ce que véritablement, parce que je pense que certainement, hein, vu l'ampleur de la chose, parce que ça a été véritablement relayé dans la zone francophone. Ah ben oui, même la France Info... Voilà, par les médias francophones qui ont vraiment donné du retentissement à cette affaire. Est-ce que certainement, même cette arrestation qui n'a pas eu lieu, je pense aujourd'hui, qui a eu lieu peut-être depuis hier, d'accord, va pas prendre aussi du retentissement sur le territoire aussi sud-africain. Parce que des personnes comme Julius Malema et l'Economic Freedom Fighters, quand ils vont s'emparer de cela aussi et aller sur des relents, est-ce que ça ne va pas jouer aussi, d'accord, contre même les régimes aussi, d'accord, ouest-africains qui sont aussi dénoncés par ces gens-là en Afrique du Sud. Et puis, comme le président le stipulait, peut-être même l'objet même de l'interpellation risque encore d'être plus élargi. Oui, plus élargi pour qu'on ait plus de compréhension là-dessus. Après, il y a l'action, bien évidemment, du gouvernement béninois hein, avec l'élection. C'est un trophée pour aujourd'hui. Hein. Bah, vous savez que, voilà, comme le président Jean-Paul redit, je suis un chouchou TikTok. J'ai eu, avant de venir ce matin, écouter quand même quelques panels où des militants... Des militants, je pense, de M. Wadani étaient contents. Ils ont dit, effectivement, je confirme, oui, vrai. cette élection est bénie parce que dès l'élection, en même temps, on met la main sur un gros poisson qui est Kémy Séba. Donc, je pense que, et puis pour tous ceux qui sont contre les relents panafricains et les différents réseaux là sont très heureux. Je pense que le fait que les médias français aient mis les projecteurs sur cette affaire-là, d'ici le 20, il y aura beaucoup de choses encore plus intéressantes qui vont être révélées. Est-ce que ça sera Juan Branco, qu'on connaît, hein, qui est son avocat, qui sera encore à la manœuvre? Donc je pense qu'il ne faut pas croire que ça va être aussi facile comme on le croit. Extradition, ça fera un peu un Dami-Babis, même si Kémy Séba n'a jamais été chef d'État, ça fera aussi un Dami-Babis en ce qui concerne cette histoire. Non, mais il faut comprendre d'abord qu'il a commis un crime en Afrique du Sud. Mais c'est pour ça donc que les Sud-Africains peuvent estimer que non, nous, c'est un criminel de chez nous, on va le juger. Et puis on va dire le crime en question, parce qu'on n'a pas assez de précision là-dessus. Vu la dimension, c'est-à-dire le fait que les médias ont mis les projecteurs là-dessus,
là-dessus, même cette histoire-là, de passage-là, dans le fleuve Lipopo, là, d'accord, on aura plus d'éléments là-dessus, parce que c'est un peu flou pour l'instant, mais on verra. Jean-Yves. Oui, mais en fait, moi, excusez, j'ai pas tellement suivi cette affaire. Mais bon, ce que je peux dire par rapport à cela, effectivement, si les projecteurs ont été mis sur cette affaire, je pense pas qu'on ait, c'est-à-dire au niveau du Bénin, on puisse se réjouir assez rapidement du fait qu'il qu'il soit extradé parce que de toute façon, ben, on n'a même pas, ça on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas en fait c'est-à-dire que l'explication, même, voilà, les motifs de cette arrestation-là. Si jamais c'est un cas, par exemple, de vol qui a été, je prends un exemple, un cas de vol qui a été déclaré en Afrique du Sud, bah, il sera jugé là-bas et puis il sera mis là-bas, quoi. Donc, voilà. Maintenant, peut-être si aussi je veux dire, cette joie-là fait suite au fait que peut-être ils n'auront plus un Kémy Séba qui va les embêter, qui sera dans la critique. Bon, peut-être ça aussi, ça s'entend. Mais pour moi, comme on l'a dit tout à l'heure, on est encore loin du compte. On va peut-être suivre cette histoire-là de Bien près sûr, pour essayer bien de sûr. voir ce qui. Parce que si l'extrado au Bénin, enfin, ça va être compliqué pour lui. Hein. Oh non, la peine de mort n'est pas. Ça va pas être Non, compliqué. pas la peine de mort, non, pas forcément la Voilà. peine de mort. Si tu dis la peine de mort, il va faire rire. Pour exemple, Non, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Non, non, mais Il a fait l'apologie d'un coup d'État. mais, oui, mais c'est ça justement, c'est ça qu'Innocent disait qu'il y avait une certaine joie de certains militants de Ouadani. Enfin, pour eux, c'est neutraliser. En plus, même en parlant aussi de l'apologie, en fait, en gros, du coup d'État, je pense que ça sera aussi, ils se diront, pas que le Bénin, hein, beaucoup de pays qui sont contre l'AES s'en réjouiront également pour dire que voilà, ils ont pu mettre la main sur un gros poisson. N'oublions pas que M. Kémy Séba détient le passeport diplomatique de la République du Niger et est conseiller spécial, d'accord, de M. Abdourahmane Chiani. Donc aujourd'hui, on a cette forme de... On a eu l'affaire, c'est pour ça que je suis revenu sur l'affaire de Damiba, parce que au niveau des pays de la CEDEAO, ils étaient contre l'extradition de Damiba, ils étaient contre l'extradition de Damiba, et les pays de l'AES, en l'occurrence le Burkina Faso, les soutiens du pouvoir de M. Ibrahim Traoré, étaient contents. Donc on a une forme, d'accord, d'échange indirect qui peut se présenter devant nous. Donc, soyons prudents. On va suivre ça de près. Revenons. Il faudra noter que le passeport diplomatique nigérien ne fait pas de Kémy Séba un Nigérien. Hein. C'est une petite protection diplomatique et on sait dans quelle mesure la protection diplomatique peut intervenir. Il en a joué à Paris, en tout cas, quand il était interpellé par les éléments de la DGSI. Revenons en Côte d'Ivoire, monsieur, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité en séance plénière le projet de loi portant PND 2026-2030, ce texte qui fixe une enveloppe globale de 114 milliards, plus de 114 milliards, enfin. 114 000. 114 000 milliards, pardon, autant pour moi, de francs CFA, dont 70,2% financés par le secteur privé et 29,8% par le secteur public. Jean-Yves, est-ce que le gouvernement est un peu trop ambitieux? Attends, je sais pas pourquoi par ça. Ça, c'est bizarre, ça. Président. Mais c'est moi, je ne pourrais pas, c'est vraiment son. Peut-être fait des PND là. Il était dessus. C'était son sujet. Tu sais que j'ai pas vu le sujet. Ah ouais. Ouais, j'ai pas. Président. Non, moi, j'aime à dire que Les trucs des chiffres, là, j'étais pas tout ça. là, c'est pas trop mon truc. Quand Mais c'est. Là, les X, les N, les A, B se sont mêlés aux chiffres. Moi, j'ai décroché. En tout cas, ce qui peut attirer notre attention, c'est quand même la part du secteur privé. Hein, Mais je retiens que, comme tu l'as dit, en termes par rapport à ta question, ce programme national de développement est véritablement ambitieux. Voilà, il est véritablement ambitieux quand on voit les projections, j'ai vu les différents axes principaux. Je me dis, waouh! Mais en même temps, le principe de réalité m'a rattrapé un peu. C'est vrai, on finance ça comment? Quand on dit 70% venant du secteur privé, c'est le secteur privé d'où? C'est le secteur privé national, c'est le secteur privé international? Parce que aussi, c'est ça aussi la vraie question. Est-ce que si c'est les multinationales qui doivent venir gagner
créer de la richesse, mais cette richesse, ça y part avec. Est-ce que c'est le national? À quelle proportion? Donc, moi, c'est toutes ces questions-là, mais quand il s'agit, je ne suis pas rentré dans les détails parce que moi, ça me... En tout cas, on cible une croissance annuelle de 7,2% et un revenu par habitant de 4 500 $ d'ici 2030. Moi, je rentre en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai vu qu'ils espéraient, que le gouvernement espérait doubler même les salaires jusqu'en 2030, à l'horizon 2030. Donc, c'est très ambitieux. Par ambitieux. habitant de 4 500 $, il me semble. Qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, vous savez, les PND, en fait, les PND sont des solutions proposées, d'accord, par les Nations Unies. Je crois que le PNUD, qui avait développé, suite à une étude, en fait, proposé cela aux pays africains. Vous savez, quand M. Ouattara arrive au pouvoir, vous avez oublié quelque chose. On est souvent amnésique. Il y avait une formule pendant les 5 ans, quand il arrivait, la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Ah, c'est vrai. Sommes-nous émergents? La Côte d'Ivoire n'est pas un pays émergent. Nous sommes quoi? Ils disent que la Côte d'Ivoire est un pays à revenu intermédiaire. Entre guillemets, certains le disent. L'émergence a changé. Mais n'était pas le seul. Hein. Il y avait même le programme Sénégal émergent. Le Cameroun aussi avait un programme émergent. Le Gabon avait un programme aussi émergent. Mais c'est les résultats de l'émergence-là qui sont faits à partir des PND. Combien de pays sont devenus aujourd'hui émergents? Aucun. Donc, il y a la faisabilité des choses. En fait, il y a la faisabilité des choses. Et ce que je déplore même, est-ce qu'ils ont débattu? c'est ça. Dans ce cas-là même, là, les législatives, mais tout le monde va être HDP en même temps. Parce qu'il n'y a même pas de contre-proposition. Mais là, ils sont comme le président. Ce qui m'a fait marrer, c'est que j'ai vu le docteur Osman Chérif du PDCI RDA dans une émission sur une chaîne là, je ne vais pas citer, parce qu'il faut qu'il nous paye pour qu'on cite. Et il disait comme ça que oui, bon voilà, il faut que les partis d'opposition fassent des contre-propositions. Regardez par exemple le PND, il n'y a pas eu de contre-proposition. Malheureusement, on dit, mais et toi, ton parti, le PDCI, quelle est la contre-proposition? Rien. Je veux dire, en fait, c'est ambitieux. Et c'est pas mauvais d'être ambitieux. Mais à un moment, il faut être réaliste. Il y a eu des projets, des PND, il y en a eu plusieurs, il y en a eu 2 qui ont précédé ce PND-là. Est-ce qu'on a fait le bilan? C'est ça la question. Est-ce qu'on a fait le bilan? Est-ce qu'on a tiré... Il y en a eu 3 ou 2. Il y en a eu 3. PND 2011, 2016... 2016 à 2021 et puis voilà. Ouais, c'était 2012, c'était 2012. Oui, est-ce qu'on a pu tirer déjà les bilans? Qu'est-ce qu'il en est de l'émergence? Pourquoi on n'a pas atteint l'émergence depuis 15 ans? Voici, moi je pense qu'un boulot qu'il faut abattre. Et puis, je profite de l'occasion pour m'adresser aussi aux partis d'opposition. Parce que sur ces choses-là, on ne vous entend pas. Sincèrement, on ne vous entend pas. Voici des choses intéressantes où on veut véritablement faire des bilans. Une contre-proposition, pas mal, bien sûr. Moi, je veux des bilans, même des bilans. C'est vrai. Voilà, qu'on fasse des bilans. Le projet est ambitieux. Peut-être la Côte d'Ivoire nous cache quelque chose, hein, parce que tout est possible. Moi, j'ai envie de me poser... Les gens de gauche, là, ils sont dans le poussant du privé. Moi, je ne suis pas dans le... Moi, ça ne me gêne pas, un vote à l'unanimité. Ce qui me gêne, pourquoi ce genre de choses-là, on n'en fait pas un débat? Mais c'est ça, c'est-à-dire que au-delà du débat à l'Assemblée nationale, on devrait populariser même ce type de choses. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire ou le gouvernement favoriser que pendant 2, 3 semaines, 4 semaines, sur les différents plateaux télé, radio et autres, le ministre, je ne sais pas, des Finances ou le Premier vient développer secteur par secteur pour nous dire voilà ce que... Sinon, cette projection, cette photo de 2030, et puis nous dit que les salaires seront doublés, nous dit qu'on va maintenir pendant ces 5 années le taux de croissance à 7%, ceci ou cela, mais c'est sur la base de quoi? Il faudrait qu'on ait ce débat pour qu'on puisse savoir, parce qu'aujourd'hui, on s'est présenté comme ça. Mais de la même façon, nous invitons le ministre du Plan pour répondre à mais de la même façon, invitation officielle. On a débattu ici pendant, d'accord, c'est la première fois que j'ai vu les Ivoiriens sont passionnés par la logistique de courrier. On a inclus le lundi des Pâques pour la lenteur, 2 jours, 3 jours. Là. On a discuté ça tout le week-end. Ce débat sur le PND, le Programme national de développement, ça engage l'avenir de la nation. Voilà, ça concerne notre avenir, nous tous. Bien sûr. Soit même pour ou contre le 4e mandat. Je tiens à le préciser. Parce que le projet est ambitieux. Mais quelle est la faisabilité du projet? Nous, on n'est pas contre le fait, hein, que Khalil a dit quelque chose d'intéressant. Si les salaires sont mutués par 3, par 4... 4 500 $ à présent. C'est déplacé à Abidjan. Non, c'est la vérité, mais c'est la faisabilité. Et puis derrière, peut-être la Côte d'Ivoire aussi, parce qu'il faut savoir quelque chose, en termes de revenus pétroliers, le contexte mondial aussi pétrolier, la Côte d'Ivoire est vue potentiellement comme une aubaine
pétrolière. Pour l'instant, on n'est pas encore. Est-ce qu'on est pays producteur Mais de j'ai pétrole? dit, oh, Non, pétrolière. les gens de gauche, là, on dit 70%. Non, ça vient, Le attends. privé. Ah, j'ai dit ça. 70% des J'ai privés, dit ça ne vous gêne pas? Ça L'Ukraine, gêne? pour mettre le Non, plat, ça ne vous gêne pas? non, mais justement, attends. C'est-à-dire que, Voilà, maintenant, déjà, voilà, je Il me y a suis, toujours je ton me point suis. faible, c'est son gauchisme, là. Non, tu sais, déjà pour commencer, faudrait que on remette, comme on le dit, l'église au centre du village. Les débats ont eu lieu. Je te dis, Il y a eu 5 heures de débat en commission, à la commission économique et financière Ouais. de l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc, pendant ces 5 heures de débat, si Osman Chérif ne sait pas, lui qui est PDCI, il y a Brendoumi qui a pris la parole, qui a fait des comptes, bon, pas des contre-propositions, mais il a rajouté ce que lui, avec son groupe parlementaire, aurait aimé voir dans ce PND-là. Il a rajouté, ben, peut-être j'ai plus ces éléments-là, mais je vais chercher peut-être si on a la possibilité de venir lors d'une prochaine émission, je vous montrerai. Même il y a Avec le Stéphane, public, j'espère. voilà, même il y a Stéphane Kippe aussi qui l'a fait. Donc, les groupes parlementaires ont pris la parole, ont fait des propositions. Il y avait des députés aussi qui appartiennent à cette commission-là, ont fait des propositions pour accompagner ce PND. Et Ah, finalement, mais non, ils n'ont rien ce fait. PND, oui, non, mais ils ont fait des propositions. Ce sont Tu fais des proposition pour accompagner propositions. la personne. Tu ne fais Non, pas de contre-proposition. non, ce sont des propositions. C'est-à-dire Un qu'on a le programme qui va gouvernement. développer, qui va doubler les salaires. Moi, il y a voté. Il y a quelque chose de Le faisable. gouvernement, Les gens, ils vont je le dire. viens, voilà, Mais ceux qui sont aux affaires, les vont se débrouiller pour rendre ça faisable. le gouvernement a présenté son programme et vu que ce plan-là, c'est un plan national, donc ils ne rentrent pas dans les détails, mais ils ont fait la présentation. À la suite de cette présentation-là, des propositions ont été faites pour essayer d'ajuster un peu plus. Et surtout, bah, moi, bon, je pense qu'on l'a dit, hein, donc voilà, les propositions ont été faites pour ajuster ce PND-là. Et finalement, bon, voilà, il a été voté à l'unanimité. Et moi, ce qui me gêne, effectivement, si je peux revenir là-dessus, ce qui m'a gêné, c'est que effectivement, il y a eu un vote à l'unanimité. Moi, par exemple, si jamais, même si je suis de l'opposition, je sais que c'est un PND qui va passer parce que dans cette commission-là, le RHDP est majoritaire. Je peux pour marquer le coup et puis extérioriser Ce n'est ces pas le débats. vote du budget, c'est un programme pour dire que voilà ce qu'on va faire. Voilà, c'est pas le. Voilà. Non, mais c'est une. on n'a pas dit le contraire, mais le Parlement est dans ce rôle de contrôle. Oui, C'est ce qu'on demande de faire. Oui, mais ils vont le contrôler après. non, mais Jean, il a raison sur ce coup-là. Allez-y, Jean, Les 5 ans, ils vont leur dire, vous nous avez dit Voilà. c'est où? Donc, c'est-à-dire, à la suite de cette présentation-là, même si on est minorité au sein de cette commission-là, j'aurais aimé que c'est-à-dire ces partis, bon, cette opposition-là, pour marquer le coup, s'abstiennent ou, bon, voilà. Et puis, histoire d'essayer d'extérioriser ces débats-là, c'est-à-dire que pour les mettre sur la place publique. Parce que si c'est non, ça va forcément voilà, faire sortir le débat et puis pour que la population s'imprègne, c'est en ce moment-là que voilà, ces débats-là auront lieu sur des plateaux télé et tout. Mais on est obligé d'aller chercher par ce sujet-là pour essayer de le traiter. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Attends. C'est Voilà. ton PND qui est. Oui, c'est mon PND qui est en ce moment défaillant. Donc, il fallait qu'on aille chercher ce sujet-là. Donc, moi, c'est ce qui m'a un peu gêné. Sinon, dans la forme, effectivement, c'est un programme qui est vraiment ambitieux. Mais qu'est-ce qu'on dit, ça dit c'est PND? Auparavant, il y a des PND qui ont été mis en place. Quels ont été les résultats? Quelles ont été les conclusions? Est-ce qu'il y a eu un suivi? Est-ce qu'il y a eu un suivi de la part de l'Assemblée nationale? Parce que l'Assemblée nationale aussi est censée suivre ces PND, est censée suivre les exécutions de ces PND-là. Qu'est-ce qu'il a été? Est-ce qu'on a eu un retour? Non, il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de conclusion. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, regardez par exemple ici en France. En France, c'est la commission, comment on appelle ça, la commission économique et financière à l'Assemblée nationale appartient exclusivement, c'est-à-dire le président de cette commission-là est de l'opposition pour pouvoir observer ce contrôle-là. Mais en Côte d'Ivoire, il est du parti au pouvoir. Lorsqu'il est du parti au pouvoir, là, lorsqu'il y a des malversations au sein de nos différents ministères ou de nos différentes institutions, normalement, c'est le président de cette commission-là qui doit entendre les ministres. Il doit les convoquer pour qu'ils puissent être entendus au sein de ces commissions-là, pour qu'ils puissent justifier les différents mouvements qui ont été faits. Mais si ce président-là même, il est du parti au pouvoir, comment est-ce qu'il va convoquer ces différents ministres pour les entendre? Donc voilà, je veux dire que ce sont des aménagements qui doivent se faire au sein de notre Assemblée nationale. Par exemple, cette commission-là, pour moi, elle doit revenir à l'opposition pour qu'on puisse avoir un véritable
je vais dire, organe de contrôle de l'exécutif. Donc, si c'est pas ça, franchement, on assistera toujours à ce genre de, je veux dire, Vote à la limité. voilà, de simulacre voilà, de gouvernance. On vient, on vote à l'unanimité, on s'en va. C'est soviétique tout ça. On Je nous vais donne, revenir au premier sujet. on nous donne les perdièmes, on vient juste pour avoir des perdièmes. Après ça, mon cher, on s'en va, on continue notre vie et puis la Non, nos population souffre. députés n'ont pas de Voilà. perdième. Nos députés n'ont pas de perdième. Ils En tout sont cas, ils payés ont, avec l'argent public des Ivoiriens. Il n'y a pas il de n'y a pas perdième. de, maintenant, leur participation dans ces commissions-là, c'est pas payé. Ils ont un salaire. Ils Leur travaillent participation dans ces là-dessus. commissions ne sont pas payées. Ils ont des Ils ont des indemnités. indemnités. Mais Disons juste, indemnité, disons indemnité, voilà. On laisse perdième, disons chez nous, on appelle ça indemnité. Guassou. Mais je veux juste dire rapidement, Kali, si tu permets, c'est Vas-y, comme pour l'élection terminer. de M. Bictogo. Hein. Et là, l'exemple de Jean-Yves est très intéressant. Ils avaient la majorité, donc l'opposition n'avait pas aussi le besoin nécessaire de pouvoir aussi contribuer à cette élection-là, mais ils l'ont fait. Donc, À toi de nous dire ce qui s'est passé. ah, on fait Réclamer la tête de la panthère, c'est ça, non? Non, réclamer c'est la lui qui a mangé la tête de peut-être la qu'il faut panthère, réclamer la dent dent de la panthère. de cette panthère. Merci en tout cas. Ça a fait des panthères, là. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes. Ah, merci à Moustapha Kanté et Romain Kiko Demek. Autant pour moi.